BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Comment se porte l'habillement, la mode en général? Comment se portent les magasins de centre-ville? C'est la question que je vais poser à mon invité, premier invité du 18-19, Yoann Petiot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va rappeler que vous êtes directeur général de l'Alliance pour le commerce. Alors pour ceux qui auraient oublié, évidemment, c'est la première organisation professionnelle dans l'équipement de la personne. Vous regroupez l'Union des grands commerces de centre-ville et puis aussi la Fédération des enseignes de l'habillement, la Fédération des enseignes de chaussures. Bref, grosso modo, vous représentez 16 000 magasins, 150 000 salariés, c'est dire si vous pesez lourd. Beaucoup de questions à vous poser. D'abord, le bilan de l'année pour 2025. La question des soldes, toujours et encore, parce que c'est quand même un bilan mitigé. Mais derrière aussi, on voit bien que la consommation a changé avec la fast fashion, l'explosion de la seconde main. Et puis, la question des magasins, notamment des magasins en centre-ville. Et du reste, vous allez tirer la sonnette d'alarme. Juste sur le bilan 2025 des enseignes de la mode, on peut dire, vous pouviez vous attendre à pire, non? Vu le nombre de dépôts de bilan qu'on a connus ou de redressements judiciaires. Exactement, on aurait pu s'attendre à pire et l'élément fort, nous, que l'on tire de ce bilan de 2025, c'est que quand même, le marché de l'habillement résiste en France en 2025. Globalement, pour donner quelques chiffres, en magasin à périmètre constant, on fait moins 0,3, donc on est quasiment à l'équilibre. Les ventes en ligne ont très légèrement augmenté à 0,1%. Donc globalement, ce qu'on voit en 2025, c'est qu'on résiste et on résiste dans la durée, puisque depuis 2022, le secteur de l'habillement est en croissance de plus 1,3% à périmètre constant. C'est-à-dire que malgré l'environnement économique qu'on connaît extrêmement difficile, incertain, contraint, avec des arbitrages de consommation sur lesquels on viendra extrêmement fort, le marché tient. Il est tiré principalement, on le voit aussi en 2025, par le textile femme. Ça, c'est vrai aussi depuis 3 ans. C'est la femme qui vraiment tire le marché. Ça veut dire que les hommes ne s'habillent plus? Non. Alors, on s'est beaucoup habillé durant le Covid, mais c'est vrai que depuis 3 ans, c'est vraiment le marché, le segment femme qui est le plus important. Le marché enfant est, lui, un peu en retrait et la chaussure également un peu en retrait. Comment vous expliquez ça? Je ne demande pas de faire de la psychologie féminine, Yoann Petiot, mais comment vous expliquez ça? Peut-être un rebond aussi post-crise sanitaire où le marché de la femme avait plus largement souffert. Donc il y a un effet rebond sur ces 3 ans. Sur les autres marchés, le marché de l'enfant, on sait que c'est un marché plus compliqué où il y a un fort marché de la seconde main qui concurrence justement cette première main. Il y a aussi moins de natalité en France. On l'a dit l'année dernière, c'est la première année où le taux de natalité est inférieur au taux de mortalité. Donc on voit que chaque marché a des dynamiques extrêmement différentes et qui se confirment aujourd'hui dans la durée. Lorsqu'on regarde, je disais, il y a eu quand même toute une série de dépôts de bilan, encore Okaïdi, ou de redressement judiciaire, évidemment, parce que chacun a des procédures différentes. Mais vous regardez Okaïdi, là, c'était il y a quelques semaines. Il y a eu Princesse Tam Tam, Comptoir des Cantonniers, ça c'est en 2025. En 2024, il y a eu Sergent Major, Jennifer Pimki, du pareil au même. 2023, il y a eu Koukaï, Gap France, Camailleux. Enfin, c'est dire, c'est tous les noms, je dirais, qu'on a connus, sont en train de disparaître ou de traverser des grosses difficultés. Comment, qu'est-ce qui prend la place? C'est quoi? C'est un renouvellement des enseignes après celles qu'on connaissait traditionnellement? Oui, alors c'est vrai qu'on a dit le bilan de 2025, on dit on résiste, mais quand même on doit voir derrière les difficultés qui persistent pour un certain nombre de ces enseignes. Et vous l'avez dit, alors qu'est-ce qui se passe? D'abord une concurrence extrêmement forte de ces dernières années de manière agressive de la part des plateformes en ligne extra-européennes de l'ultra fast fashion qui restent quand même fortes, même si on dit qu'elles ont perdu un peu d'activité l'année dernière. Elle reste quand même un élément concurrentiel extrêmement fort. On voit aussi que ce qui marche beaucoup sur notre marché, ce sont plutôt les enseignes généralistes, ce qui montre certainement un changement dans le comportement d'achat de nos clients. Par exemple, des enseignes qui vont servir toute la famille, et c'est plus simple pour un client d'aller chez une enseigne et de trouver je m'habille pour moi. Généralement, c'est une femme qui fait plutôt le shopping. Je m'habille pour moi, mais je veux aussi
habiller mon enfant en même temps et puis trouver peut-être autre chose pour mon mari ou pour le reste de ma famille. Donc les enseignes généralistes ont plutôt tendance à tirer le marché et plutôt des enseignes situées sur l'entrée de gamme, accessible, voire le milieu de gamme. Est-ce que vous diriez justement, parce que le pouvoir d'achat, on voit bien que c'est toujours la priorité des Français, est-ce que pour vous c'est ce qui explique un peu toutes ces tendances qu'on est en train de voir se redessiner? Oui, bien sûr. Nous, ce qu'on observe sur notre panel aussi, c'est une diminution du panier de consommation, du panier moyen d'achat. Ça qui est très vrai sur plusieurs années. Aujourd'hui, qui était combien L'année dernière, il était à moins 0,6, mais il est constant sur les années précédentes. C'est notamment dû, vous l'avez dit, à l'inflation, qui a quand même été forte, non pas sur notre secteur, mais sur l'ensemble des postes de consommation, ce qui fait que les Français sont amenés à faire des arbitrages qui sont plutôt défavorables à notre marché. Et puis aussi, on l'a dit, l'ultra fast fashion, les promotions qui sont extrêmement fréquentes sur Internet ont transformé un peu la perception du prix qu'ont les Français. Et aujourd'hui, le consommateur, il recherche le meilleur rapport qualité-prix et il n'est plus prêt à payer plus cher si la qualité de son produit n'est pas présente. C'est quoi le panier moyen? Vous connaissez en montant, ça donne quoi? Alors là, on ne l'a pas sorti cette année parce que c'est très divers, mais on l'a vu en version relative qui est plutôt en baisse. Oui, d'accord. Alors justement, après, on va rentrer un peu plus en détail. D'abord, on peut peut-être parler des soldes. Le bilan des soldes, parce que c'est aujourd'hui le dernier jour. Donc c'est terminé. Enfin, c'est terminé officiellement. C'est tout ça le problème des soldes. Alors d'abord, le bilan, puis après, est-ce qu'il faut arrêter les soldes? C'est des soldes permanentes maintenant. Alors le bilan, vous avez raison, ce sera terminé ce soir. Nous, on a tiré un premier bilan à dimanche soir et on observe véritablement deux périodes en fait sur ces soldes. Un démarrage qui a été extrêmement difficile. Il faut se rappeler des épisodes neigeux que nous avons eu très forts en Île-de-France, sur le nord de la France et sur l'ouest. La neige aussi, qui ont pénalisé vraiment le démarrage. Pour donner quelques chiffres, le mercredi, le premier jour de lancement des soldes, nous étions à moins 20% d'activité avec des très fortes chutes de fréquentation. Ça, c'était le premier jour. Ça a duré 3-4 jours, mais ça a vraiment impacté le démarrage et on a redressé un peu la tendance sur les 2 dernières semaines qui étaient positives, mais malheureusement insuffisamment bonnes pour rattraper notre retard. Au total, on accuse un léger retard de l'ordre de moins 1,8 points d'activité en magasin et un léger mieux sur le web. Et qu'est-ce qui a le plus marché? C'est les féminins, c'est l'ameublement, c'est les chaussures, c'est quoi? Alors, encore une fois, c'est très tiré par le textile féminin, comme l'année, comme ce qu'on a observé durant les soldes. Oui. Donc, vous dites quoi, là, Yann Pétiot? Comme beaucoup, on voit certains disent, bon, il faut quand même un peu revoir. Chaque année, je vous pose la question, hein, donc il faut revoir quand même le mécanisme des soldes, parce que c'est vrai qu'il suffit qu'on achète quelque chose, on vous demande votre adresse email, et puis après, si vous avez le malheur de la donner, après vous recevez plein de mails. Mais ensuite, on vous dit, tiens, il y a des ventes privées, il y a toujours des spécificités pour ne pas dire que ce sont des soldes parce qu'ils n'ont pas le droit. Mais le bilan, il est là. Il y a le Black Friday. Vous avez totalement raison et il faut qu'on regarde la situation en face. Oui. On le voit maintenant, les soldes ont perdu leur attractivité par rapport à ce qu'elles étaient il y a encore 10 ou 15 ans. Il faut le reconnaître, c'est certain. Pourquoi? Vous l'avez dit, il y a d'autres événements promotionnels dans l'année. Le Black Friday est maintenant bien installé dans le paysage commercial. Et juste avant les soldes, même juste avant Noël. Et d'ailleurs, c'est un peu, pour beaucoup, cet événement, il est dommageable, parce qu'en principe, on était plutôt au moment de Noël, une période où on pouvait vendre à plein pour un commerçant. Et là, on a le Black Friday qui nous pousse un peu à faire de la démarque au mauvais moment. Tout le monde s'y met. C'est sûr, il est inscrit aujourd'hui. Il est inscrit dans notre événement commercial. Y compris dans un magasin, hein, de dire tout le monde s'y met. Bien sûr, aussi bien en ligne qu'en magasin. Alors après, il y a certaines personnes qui le font sur une journée, d'autres sur une semaine, tout dépend un peu de votre situation. Mais le Black Friday est bien installé, on a les ventes privées qui ont plutôt bien marché cette année, puisqu'on a eu 15 jours après Noël qui ont été très bonnes en termes d'activité. On l'a dit aussi, on a Internet aujourd'hui qui est le royaume par excellence de la promotion et du prix bas toute l'année. Donc, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on doit garder les soldes? Nous, on est convaincus que oui. Pourquoi? Parce que c'est un événement collectif qui réunit l'ensemble des commerçants aux mêmes dates et qui bénéficie finalement à tous, puisque que vous soyez petit, moyen ou grand, tout le monde fait les soldes au même moment et les consommateurs, quand ils descendent dans la rue, en bas de chez eux, ils savent qu'ils trouveront des bonnes affaires, qu'ils aillent chez leur petit commerce indépendant ou chez les grands. Et ça, c'est important qu'on puisse garder un événement commun qui marque le calendrier commercial. Oui, de ce point de vue-là, vous avez raison. Surtout pas éviter que ce soit le Black Friday qui commande l'agenda de votre secteur. Cela dit,
on sait bien, parce que j'ai reçu pas mal de patrons de grands magasins. Pour eux, genre Galeries Lafayette, le printemps, c'est très important. Je crois qu'ils font à peu près, ou BHV en son temps, parce que c'est plus tellement le cas, malheureusement. Ça représentait un tiers de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, mais quand même important. Est-ce que c'est pas pour ça que vous êtes pour dans l'Alliance du commerce? Parce qu'ils pèsent lourd chez vous. Ils pèsent lourd. Mais peut-être que c'est moins vrai pour les autres marques, non? Tous les commerçants, je pense, sont pour garder cette période de solde. Ce qui peut diviser ou ce qui pose question aujourd'hui, c'est davantage le calendrier. Est-ce que les soldes sont au bon moment? Est-ce qu'il faut qu'on les reporte? Certains disent un mois, nous on pense que c'est beaucoup trop tardif. Certains voudraient les avancer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le calendrier qui existe, qui est fixé maintenant depuis 2019, qui est de 4 semaines, il nous semble le bon statu quo. Néanmoins, ce qu'on est en train de faire, on est en train de mener une grande étude sur ce sujet des soldes et promotions pour voir quelles sont les bonnes stratégies que mettent les entreprises en place pour y répondre. On aura les résultats de cette étude dans le courant de l'année et j'espère que ça nous éclairera sur ce débat du calendrier qui est en effet revient à chaque période de solde. Oui, parce que là, on est... aujourd'hui, le commerce en ligne, ça représente combien dans votre secteur? Alors, chez les enseignes, ça représente une moyenne de 12 à 15% de chiffre d'affaires. Seulement? Bien sûr, seulement. Alors certaines vont jusqu'à 25% de chiffre d'affaires pour les meilleures, d'autres moins. Donc c'est pour ça qu'on est sur une moyenne aux alentours de 12 à 13-15% chez les enseignes. Oui, parce que est-ce que on voit bien même le mode de consommation a changé. Il y a toujours la question primordiale du pouvoir d'achat. Ok. Mais la deuxième question, c'est où est-ce que j'achète? Et où est-ce que j'achète? On verra après la question de la Fashion Week aussi. Et la Fashion Week, la Fashion, pas Fashion Week, la Fashion. Pardon. Et puis il y a aussi la question de la seconde main. Mais il y a aussi où est-ce que j'achète? Vous alertez, dans le bilan que vous avez publié, vous alertez sur les magasins en centre-ville en disant mais attention, le chiffre est absolument saisissant quand on regarde. Attendez, il faut que je le retrouve, mais vous allez me dire, c'est incroyable la baisse des magasins, c'est moins 20% à peu près, c'est ça? Oui, on a voulu lancer un peu un cri d'alerte à l'occasion de notre bilan annuel, parce qu'il y a aujourd'hui 2 zones qui sont particulièrement en souffrance en France, où le taux de vacances commerciales a explosé et tend à augmenter. Il y a d'abord les centres-villes, et on y reviendra, et les galeries commerciales et les petits centres commerciaux qui souffrent énormément. Sur les centres-villes, le problème aujourd'hui, il est assez bien identifié. C'est le problème du flux. Un magasin, pour qu'il vive, il faut qu'il y ait un flux suffisant. Et quel est le flux en centre-ville? C'est à la fois les habitants qui y vivent, les personnes qui viennent pour y travailler, et les personnes, les touristes, les visiteurs qui viennent pour s'y promener. Ça aujourd'hui, mais ça depuis maintenant plusieurs années, les centres-villes ont tendance à perdre de la population parce que les Français, et c'est bien normal, ont tous envie d'avoir une maison, un peu d'espace pour vivre, et donc on est plutôt parti en périphérie des villes. Les emplois aussi ont eu tendance à quitter les centres-villes, et notamment les emplois publics. Puis la question de la piétonisation des centres-villes. Donc après, à Paris, c'est flagrant, mais je peux vous en citer plein d'autres. Une fois que les habitants et les travailleurs sont partis des centres-villes, il faut qu'on arrive à les faire revenir. Et comment on les fait revenir? On travaille sur l'accessibilité. Et nous, on le voit, il y a des centres-villes. Je pourrais prendre l'exemple de Grenoble, par exemple. C'est jusqu'à moins 15% de chiffre d'affaires pour les commerçants du centre-ville de Grenoble. C'est énorme. Mais il y a aussi d'autres villes qui en pâtissent, Rennes, Nantes. Il faut qu'on ait une politique d'accessibilité au centre-ville qui permettent aux Français de venir s'y promener et qu'on leur donne. Est-ce que pour vous, c'est la principale question? Pour le centre-ville, oui. La principale question, c'est comment on ramène du flux en centre-ville. C'est l'accessibilité. Dedans, il y a accessibilité, propreté. Architecturalement, il faut que la ville soit belle, qu'on l'entretienne. Il faut qu'il y ait une offre culturelle de restauration qui soit suffisante. Oui, mais ce qui va souvent, justement, avec l'aménagement du centre-ville, donc la piétonisation. Bien sûr, mais on n'est pas contre. C'est pas un débat pour ou contre. C'est un débat de périmètre. C'est où on met le curseur. C'est pareil, on n'est pas il faut pas être pour ou contre la voiture. Il en faut pour tout le monde. Mais quand vous êtes une famille avec des enfants en bas âge ou des seniors, c'est quand même plus difficile de prendre les transports collectifs dans de nombreuses villes. Donc il faut que vous puissiez venir en voiture. Donc c'est l'ensemble des moyens de transport qu'il faut mettre en coordination, en complémentarité pour que les gens puissent continuer à venir facilement en centre-ville. Et ça, malheureusement, il y a des centres-villes qui ont poussé le curseur un peu loin. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit moins de flux. Et donc... C'est le cas de la rue de Rivoli à Paris et notamment le problème du BHV. Je m'en souviens, j'avais reçu le patron de la Galerie Lafayette, Philippe Houzet, qui m'avait dit à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, il m'avait dit si la rue de Rivoli continue à être piétonnière dans ces conditions,
on ne gardera pas le BHV et on voit où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Bien sûr, vous avez raison. Et je pense que certains élus locaux ne l'ont pas encore totalement compris. Et nous, on a des villes, j'en ai cité 3 tout à l'heure, où vraiment les signaux d'alerte aujourd'hui remontent. Donc ce qu'on dit aux élus locaux aujourd'hui, c'est vraiment un message fort, c'est vous avez les clés en main pour transformer votre centre-ville et sauver le commerce. Et il y a des élections au mois de mars. Souvent, on entend le commerce facilement à toutes les bouches, mais ce qui est important derrière, c'est la politique de transport, d'accessibilité, de stationnement. Est-ce qu'il est gratuit? Est-ce qu'il est payant? De logement, comment on fait pour ramener des gens dans le centre-ville? Avoir une offre diversifiée, ça c'est important. Les élus ont toutes les clés en main et souvent on pense que ça passe par plus de règles, plus de contraintes. Non, non. Nous, on est convaincus que ça passe par plus de co-construction de politique avec les... À l'Alliance pour le commerce, vous n'êtes pas penché sur le cas parisien? Si, Paris, on a aussi regardé le cas parisien, vous avez raison. Alors, ce qu'on observe l'année dernière, c'est que Paris s'en sort plutôt bien l'année dernière. On est à plus 1,8 pour vous donner un chiffre d'activité sur Paris. Plaisir à Madame Hidalgo. Avec une image inversée par rapport à la sortie de la crise Covid. C'est-à-dire, pendant le Covid, ce qui avait plutôt bien marché à Paris, ce sont les arrondissements périphériques, plutôt de résidence où les habitants ont consommé en fait un peu au pied de leur immeuble, et ce qui avait souffert sont tous les quartiers centraux touristiques. On voit vraiment que cette image-là, depuis maintenant 2-3 ans, elle s'est inversée, et encore plus sous l'effet des Jeux Olympiques de l'année dernière, parce qu'aujourd'hui, le flux visiteur est reparti. On voit que les quartiers qui sont en positif sont vraiment les quartiers centraux, et les quartiers visiteurs, à l'inverse, ceux qui souffrent aujourd'hui sont vraiment les quartiers périphériques. Je pense par exemple à l'avenue du Général Leclerc, qui est un quartier qui fait moins 9% de chiffre d'affaires sur ces dernières années et qui commence aujourd'hui à connaître de véritables difficultés. Le boulevard Saint-Michel, enfin, on en a plein. Ouais, là, c'est tous les endroits où il y a eu beaucoup de travaux. Donc là aussi, l'accessibilité est plus difficile. Ça, c'est pour les Parisiens. Il y a des centres commerciaux aussi qui souffrent beaucoup, parce qu'il y a aussi toute une mutation des centres commerciaux. Il n'y a plus tellement les hyper. Enfin, on voit bien la guerre que se livre la grande distribution, et puis surtout le format hyper séduit moins. Donc ils sont en train de réorganiser toutes les galeries commerciales. Il y a de nombreux centres commerciaux, pas forcément les très grands, mais les moyens qui sont en difficulté, non? Ouais, vous avez raison. En tout cas, nous, c'est ce qu'on remarque dans nos chiffres et dans notre bilan. Vous l'avez dit, on est environ à moins 20% de nombre de magasins en France au total. Quand on regarde les centres commerciaux de centre-ville... Moins 20%, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je trouve ça énorme. Alors, les centres de centre-ville, c'est encore plus important. On est aux alentours de moins 27% de magasins. Donc, c'est très important. Et ceux qui souffrent le plus sont ceux dans des territoires de villes moyennes, plutôt, qui, en effet, sont dans des territoires, dans des centres-villes qui perdent du flux et donc qui sont encore plus en difficulté. Souvent, on a un problème de loyer aussi, de coûts d'exploitation qui sont plus élevés dans ces galeries marchandes que dans le centre-ville ou en périphérie. Et ça cumule souvent les difficultés pour les commerçants qui s'y trouvent. Qu'est-ce que vous pensez à l'avenir du BHV? Est-ce que d'abord, c'était la part de Frédéric Merlin, c'était une énorme erreur de faire venir Shein, la fast fashion avec Shein? On en est convaincu. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit depuis plusieurs années, Shein est un acteur qui ne respecte pas un certain nombre de nos règles et de nos valeurs communes. Et donc, pour nous, il était inacceptable de lui ouvrir, de lui si je vous pose la question, c'est que là, je crois que c'est dans quelques jours, il y aura l'appel de la décision, c'est jeudi, l'appel de la décision, et avec l'État c'est l'État qui a fait appel, voulant absolument soit la fermeture, en tous les cas une réorganisation de la plateforme Shein qui n'est pas du tout suffisante à leurs yeux. Paraît-il que l'État aurait d'autres éléments qui pourraient contraindre la justice à soit fermer ou en tous les cas à limiter la plateforme. Est-ce que vous avez des éléments, vous aussi? Et 2, vous en attendez quoi? En tout cas, je pense que nous, on espère en effet qu'il y aura une décision qui sera favorable. Plus favorable que celle qui a été donnée pour le moment. Et je pense que quand même, on est suffisamment critique avec le gouvernement pour reconnaître lorsque quelque chose est bien fait. Et c'est vrai que depuis un an, quand même, la prise de conscience de nos autorités, qu'elles soient nationales, même européennes, sur le risque que font courir ces plateformes Chine quand même ouvrir au BHV. C'était l'année. On ne peut pas tout interdire. Mais en tout cas, il y a une vraie prise de conscience maintenant depuis un an des autorités sur le risque que font courir ces plateformes. Ça a été, en plus, on le sait maintenant, c'est documenté. Je vous rappelle le contrôle qui avait eu au printemps dernier qui montrait que
94% des produits contrôlés étaient non conformes. La sanction qui est tombée au mois de juillet, qui disait quand même que 9 promotions sur 10 étaient fausses sur le site de Shein, et parfois même le client payait plus cher après promotion qu'avant promotion. Donc aujourd'hui, les faits sont établis, il y a une prise de conscience. Est-ce que c'est suffisant ? Je suis d'accord avec vous que les choses ne vont pas assez vite, et surtout au niveau de l'Europe. Ça y est, maintenant que nous avons un budget, il faut s'en féliciter, peut-être, on ne sait pas très bien. Mais en tous les cas, il y a donc, et puis il y a cette taxe sur les petits colis qui sera mise en place en France à compter du 1er mars à hauteur de 2 €. Ça sera suffisant ? On aurait pu vouloir plus, mais en tout cas, c'est un premier geste. Il va y avoir aussi des droits de douane forfaitaires qui vont s'appliquer au mois de juillet au niveau européen, qui seront de l'ordre de 3 € aussi. Donc déjà, c'est 2 plus 3. Au mois de novembre, il y aura des frais de gestion qui seront appliqués au niveau européen, qui viendront remplacer la taxe sur les petits colis français. Donc, quand même, ça bouge. Ça bouge, mais ça ne va pas assez vite et les sanctions n'arrivent pas et ne sont pas assez fortes. Et le vrai problème aujourd'hui, il ne se trouve pas tant au niveau français qu'au niveau européen. La Commission européenne a aujourd'hui, avec le règlement sur les services numériques, le fameux DSA, toutes les cartes en main pour pouvoir agir. Mais elle ne le fait pas. Pour donner un exemple, la Commission européenne a ouvert des enquêtes contre Temu et Shein il y a maintenant plus d'1 an et demi. On est 1 an et demi plus tard. Et on attend toujours. Il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de sanction. Et en attendant, ces plateformes accueillent chaque mois plus de 20 millions de visiteurs. Ouais. Comment vous expliquez du reste que ça n'a pas marché, Shein au BHV ? Parce que visiblement, les résultats sont là, enfin, ça n'a pas l'air de... On se rend compte que quand l'ultra fast fashion se confronte au physique, ça ne marche pas. Oui, mais pourquoi ? Parce que est-ce que les gens finalement ont un peu honte d'aller acheter devant tout le monde ? Non, c'est une question que je pose. Non, je ne pense pas, parce qu'il y avait... pourquoi ça marche incroyablement bien ? Ce que montrent les chiffres, c'est qu'il y a du trafic. Oui. Donc les gens viennent voir ce qu'est Shein en magasin, mais ils ne repartent pas avec des produits. Donc qu'est-ce que ça montre ? C'est que l'offre Shein en magasin est décevante. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes sur le site internet, on vous offre une largeur de gamme de plusieurs dizaines de pages où vous pouvez scroller à n'en plus finir, avec des pratiques marketing extrêmement agressives, des pop-up qui vous offrent une promotion par-ci, une promotion par-là, ce qu'on ne peut pas faire quand vous êtes en magasin. Vous avez une offre qui est plus contrainte, et le prix aussi en magasin. On ne peut pas offrir des ultra petits prix comme ceux qu'on trouve sur le site internet. Donc bien sûr, l'offre a été décevante en magasin. La seconde main, vous êtes pour ou vous êtes contre ? On ne peut pas être contre, on peut... je suis d'accord avec vous, et en même temps, vous défendez les magasins, donc il faut bien... Oui, mais les magasins font... Ils en font un peu. Il faut se rendre compte que ça correspond à une évolution des comportements de consommation. C'est environ 14 milliards d'euros aujourd'hui dans la mode qui sont de seconde main. C'est particulièrement fort, on l'a dit, chez l'enfant, mais aussi chez d'autres secteurs. Ce qu'il faut, c'est que les acteurs traditionnels se bougent, et certains le font déjà, ils le font en ligne, ils le font en magasin. Ce qui est compliqué, il faut le reconnaître, c'est d'arriver à trouver un modèle qui soit rentable pour être pérenne sur cette seconde main, puisque ce sont des produits qui sont moins chers et qui exposent quand même à de nombreux coûts pour les enseignes. Toute dernière question, est-ce qu'il faut s'attendre encore là en 2026 à d'autres marques un peu emblématiques comme celles que je citais tout à l'heure, qui vont être en faillite, en redressement judiciaire ou connaître de graves difficultés ? Écoutez, on ne l'espère pas. On a vu comme vous des noms récents d'anciens Français qui connaissent encore des difficultés, ce qui prouve que toutes les difficultés ne sont pas derrière nous. Oui. Mais nous, ce qu'on voit dans les chiffres quand même, c'est que le marché au global tient bon, résiste. Il y a quand même des nuages qui arrivent sur 2026. On sait que la consommation restera extrêmement fragile, que le contexte économique est aussi fragile. Donc on est un marché qui est résistant, mais on reste extrêmement vigilant quand même sur les mois à venir. Merci beaucoup, Yohann Petio, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Un bilan quand même, je veux dire, ça aurait pu être pire. Voilà, on va finir sur cette touche. On résiste. Yohann Petio, donc le directeur général de l'Alliance pour le commerce. À suivre dans un instant, une grosse tête, c'est le patron de Polytechnique, Thierry Coulon, qui sera avec nous. On va parler d'IA, on va parler de transition énergétique et on va parler de compétences. Le 18-19 d'Edwige Chevrillon sur BFM Business.